Alors après ces témoignages très éclairants, passons donc à notre deuxième séquence intitulée « Innovation sociale, de quoi parle-t-on » Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Elisabetta Buccolo, sociologue et maître de conférence au CNAM, et Yves Darnaud, délégué général de l'espace recherche et prospective, deux contributeurs de l'ouvrage de l'UNIOPS, Les associations réinventent l'innovation. Alors ce document est présenté, alors je le montre à l'écran, il est présenté en exclusivité puisqu'il paraît aujourd'hui. Et il aborde en profondeur cette thématique complexe qu'est l'innovation sociale. Je vous précise que vous pouvez vous procurer cet ouvrage dès maintenant en vous rendant sur le site web de l'UNIOPS. Alors, pour commencer nos échanges, je vais me tourner vers Elisabetta Buccolo. Les associations réinventent l'innovation. Donc cet ouvrage propose une vision très globale de la notion d'innovation, avec de nombreux témoignages, des exemples. Pourquoi, en tant qu'universitaire de renom, avoir souhaité participer à ces riches travaux? Tout d'abord, il faut saluer le travail collectif qui a été produit par l'UNIOPS pour produire ce cahier. Ce cahier montre bien qu'il présente les innovations sociales et permet d'aborder de front la notion d'innovation dans tous ses ancrages historiques, dans les différentes approches et ses usages. Et à la lecture des trois parties, on comprend bien que l'association n'est pas solvable ni dans l'entreprise ni dans l'entrepreneuriat social sous prétexte d'innovation. D'ailleurs, je pense qu'en mettant en exergue l'innovation sociale et les innovations sociales telles qu'elles ont été amenées, portées par les associations adhérentes à l'Union, ce cahier permet une réelle valorisation de la capacité d'agir des acteurs associatifs pour changer leurs pratiques et pour poser des questions sociétales. Les nombreux exemples donnent vraiment une vision qui rompt avec cet imaginaire collectif assez routinière et standardisé des associations, notamment du milieu du médico-social et social. Alors, personnellement, pourquoi ça m'a intéressé de travailler à ces cahiers? Parce que ça représente vraiment une façon de concevoir la recherche à laquelle j'adhère, c'est-à-dire le fait de pouvoir amener des savoirs pluriels. Quand on regarde les cahiers, en fait, il y a à la fois des textes universitaires et des textes qui viennent des initiatives des acteurs des terrains. Et donc cette articulation donne une notion complète de ce qu'est l'innovation qui sera utile au lecteur, soit-il associatif que d'ailleurs chercheur. D'accord, très bien. Alors justement, un acteur de terrain, j'en profite pour basculer et donner la parole, me tourner vers Yves Darnaud. Donc vous avez aussi largement contribué à ce cahier de l'UNIOPS. Quelle est selon vous, alors un peu la même question, la valeur de cet ouvrage? Oui, alors je crois qu'Elisabetta vient de dire, c'est d'abord de croiser des travaux de recherche, d'universitaires, d'experts, avec des réflexions qui sont issues des milieux de pratique, du terrain, d'acteurs de terrain. C'est aussi pour mieux cerner les différentes facettes de l'innovation, faire valoir, montrer la valeur de cette capacité des associations, de ces acteurs de terrain, de ces milieux de pratique, à penser le futur, à mener des réflexions prospectives, notamment en questionnant le sens, les finalités de l'innovation, le pourquoi on innove, en s'appuyant sur des pratiques de terrain, en s'appuyant sur des expériences, sur une connaissance du terrain, avec des savoir-être, des savoir-faire à l'épreuve de la réalité. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec les URIOPS d'ARA, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA, c'est de mettre la focale sur les finalités, le sens de l'innovation, à partir de scénarios du futur, de modèles d'action qui donnent à voir des orientations assez différentes selon les associations en matière d'innovation. Et nous avons mis aussi la focale sur les modalités, les modes opératoires, sur les leviers qui rendent possible l'innovation, notamment sur la plus-value du penser et de l'agir collectif. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup Yves Darnaud et je voudrais maintenant donner la parole à un partenaire important en fait de cette initiative, puisqu'il y en a deux. Il y a la Fondation du Crédit Coopératif, mais aussi les banques populaires. Et Philippe Roland, en fait, vous êtes représentant des banques populaires qui a beaucoup soutenu ce cahier de l'UNIOPS. Alors, la question que je voulais vous poser, donc vous êtes responsable des marchés ESS et institutionnels au sein des banques populaires. Pourquoi avoir choisi de soutenir cet ouvrage ?
Bonjour à tous, merci Antoine. Eh bien d'abord, tout simplement parce qu'en fait, les banques populaires sont d'importantes parties prenantes de l'accompagnement de l'innovation. Donc elles sont historiquement le premier réseau bancaire en fait, qui a soutenu l'accompagnement de l'innovation en France avec les premières enveloppes de la BUI qui ont été distribuées. Et du coup, elles se sont structurées avec une filière aujourd'hui et donc une expertise qui est vraiment en proximité pour soutenir ces projets locaux. Et donc il y a une formation spécifique aujourd'hui qui d'ailleurs permet de lever l'idée que l'innovation, ce n'est que de la technologie. Il y a bien en fait dans cette formation un volet qui comporte bien sûr tout ce qui est innovation sociale qui est intégré, puisqu'il y a des formes de logement qu'on évoquait assez rapidement tout à l'heure. Et donc, dès qu'on a entendu parler de ce projet à l'occasion du club des partenaires en 2019, on a décidé de le porter et de soutenir, puisqu'en fait, il vient permettre d'élargir la vision qu'il faut avoir sur ce sujet assez important de l'innovation sociale qui, lui, va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir, parce qu'on parlera bientôt de plus en plus de performances extra-financières aussi. Et ça, typiquement, les associations sont très fortes sur le sujet. D'accord, donc ça c'est un autre sujet, mais je vous remercie beaucoup pour ces propos. Merci beaucoup Philippe. Alors je vais me tourner à présent vers Elisabetta Bucolo. Donc si on rentre dans le cœur de cet ouvrage, l'ouvrage UNIOPS s'intéresse à la notion d'innovation. Mais est-ce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe une définition de l'innovation sociale? Je sais que c'est un débat depuis de nombreuses années, donc je voudrais vous poser la question et en discuter avec vous. Alors, en effet, il n'existe pas un concept stabilisé d'innovation sociale. On peut dire que c'est une notion polysémique et qui a la particularité d'être appropriée, utilisée par différents émetteurs et dans différents milieux. Donc, les universitaires, les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, voire les entreprises. Ce qui lui a donné un succès certain et a fait aussi qu'aujourd'hui, elle bénéficie d'une aura assez positive. Si on veut quand même donner des caractérisations de l'innovation sociale, d'ailleurs dans les associations, on peut dire avant tout qu'il s'agit d'une action intentionnelle. Une action intentionnelle qui est portée par des acteurs sociaux pour modifier leurs pratiques de travail, pour imaginer des formes de gouvernance plus démocratiques, pour imaginer des ancrages territoriaux avec des partenariats inédits et de partenariats éventuellement avec les pouvoirs publics. Donc en ceci, on peut dire qu'il y a également deux approches dominantes, si on veut simplifier. Une approche qui est plus pragmatique, qui est de dire que l'innovation sociale a comme finalité celle de répondre à des besoins sociaux. Et une autre, par contre, qui va plus loin et qui considère que l'innovation sociale doit répondre également à des aspirations de transformation sociale. Donc c'est une approche plus politique. Autrement dit, ça veut dire que, bien sûr, il faut se poser la question de comment on va répondre à des besoins sociaux. Mais il faut également se poser la question de comment la société doit agir pour ne plus produire ces besoins. Donc on passe d'une vision qui est plus réductionniste à quelque chose qui vise des changements plus en profondeur de nos sociétés. D'accord, très bien. On évoquera cette question du changement d'échelle aussi dans une prochaine question. Mais Yves Darnaud, justement, c'est une question très simple. C'est quoi pour vous, justement, l'innovation? Oui, alors on va faire très simple. Eh bien, c'est être acteur du changement. C'est être sujet, acteur du changement. C'est avoir la capacité de le concevoir, de le piloter, de l'accompagner et de l'assumer plutôt que subir le changement. C'est aussi une façon de se rappeler que la vie, que l'être humain, que la vie en société, ça s'invente à chaque instant. Et pour ça, c'est important de faire référence déjà, de tirer les enseignements à ce qui marche. Ensuite, c'est aussi s'intéresser à tous les phénomènes émergents qui donnent à voir des choses intéressantes pour le futur. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est avoir cette capacité à faire face aux bouleversements de notre société. Et ils sont nombreux. Avec humilité, avec lucidité, avec agilité, avec humanité, à faire face à un environnement où tout s'accélère, où tout devient compliqué, il y a de l'imprévisibilité, il y a de l'incertitude, à faire face aux inerties, aux blocages, aux résistances au changement, à des ambiances parfois morbides, mortifères, déprimées de certaines sphères opérationnelles,
Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, on est confronté aussi, pour innover, au stress, à des tensions multiples qui impactent nos pratiques. Et c'est peut-être finalement participer au réenchantement de la vie de l'être humain et de la vie en société en partageant un petit peu plus des énergies, des désirs, des émotions positives, notamment le plaisir d'être, de penser et d'agir plus ensemble avec des personnes accompagnées et des acteurs de la société civile. D'accord, très bien. C'est une très très belle définition. Beaucoup plus large, moins universitaire, mais très belle. Alors Elisabetta Bucolo, je reviens vers vous pour aborder cette question de l'innovation à la limite de la norme. Innover, ça évoqué dans l'ouvrage, hein, c'est parfois se situer à la limite de la norme, ou du moins l'adapter à la réalité d'un territoire, d'un contexte. Quelle est la limite pour rester crédible justement dans cette adaptation, pour rester crédible vis-à-vis des pouvoirs publics? Certainement, les pouvoirs publics ont leur référentiel propre pour définir l'innovation sociale. Et d'ailleurs, ils les mobilisent, par exemple, dans les appels à projets innovants, qui sont de plus en plus fréquents d'ailleurs. Mais ceci forcément oblige les associations à s'y adapter et à y répondre pour éventuellement bénéficier des financements. Mais par contre, à mon sens, ça va contre l'idée même d'innovation sociale qui recèle en elle une idée justement de hors norme. C'est-à-dire que quand il y a un besoin qui se présente, une situation nouvelle, il n'y a pas des lignes préétablies, il n'y a pas des financements fléchés, il n'y a pas des compétences identifiées. Et donc, il est à la capacité des professionnels de créer ces espaces, de remettre en question l'action et de proposer des réponses. Après, la question est de savoir, par rapport au pouvoir public, jusqu'où les pouvoirs publics sont prêts à aller pour intégrer et légitimer ces nouvelles réponses et, encore plus loin, faire reconnaître ces nouvelles réponses ou ces nouvelles questions sociétales ou ces nouvelles situations que les associations ont contribué à faire émerger, les faire reconnaître pour changer les cadres institutionnels, c'est-à-dire les cadres des politiques publiques locales et nationales. Et donc là, effectivement, c'est aux associations non pas de se substituer au pouvoir public pour répondre aux questions, mais d'être force des propositions, voire des pressions pour que certaines questions soient prises en compte. D'accord, très bien. Yves Darnaud, un peu la même question. Quel est votre point de vue sur le sujet? Jusqu'où respecter la norme pour innover? Bon, déjà, on sait ce que produit l'excès de normes, les effets pervers de l'excès de normes. Ça a participé quand même à un certain effacement de la vie associative, à force d'instrumentaliser la gestion des services, des établissements. Ensuite, on voit bien à quel point ça standardise, ça fige, ça surdétermine les pratiques, les organisations, au risque de ce qu'on a appelé ces dernières années l'isomorphisme. C'est que tout le monde va faire pratiquement du même ou reproduit un petit peu les mêmes choses. Donc il faut arriver à s'affranchir de cet excès de normes, il faut revisiter les cadres de l'action et explorer de nouvelles voies. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on analyse les phénomènes émergents, justement, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre de nouveaux modèles d'action. De nouveaux modèles d'action qui libèrent les énergies, qui favorisent l'engagement, qui favorisent les motivations, les ouvertures, qui favorisent les coopérations entre acteurs d'horizons divers, dans des cadres moins contraints, et avec des actions beaucoup mieux coordonnées. Alors, je ne rentrerai pas dans des cas concrets. Il y a de très très belles illustrations dans ce cahier technique qui montrent à quel point ces nouveaux modèles d'action sont intéressants pour dire quelque chose du futur. D'accord, très bien. Alors, une autre question qui est posée dans cet ouvrage, c'est le fameux changement d'échelle. Une innovation a-t-elle forcément vocation à changer d'échelle pour être qualifiée d'innovation ? Je dirais que non, parce qu'en fait, on peut avoir des innovations qui se réalisent dans des espaces macro. On a parlé par exemple d'innovation publique ou des innovations qui ont lieu dans les espaces micro, par exemple au niveau d'une équipe dans un établissement. Par contre, quand on dit innovation, on dit que c'est une expérimentation qui a pu se diffuser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière l'idée d'innovation, il y a une idée de processus en étapes,
successives. Et ces étapes successives, à mon sens, on peut les caractériser par 3 éléments. D'abord, une dimension collective, ensuite une dimension de dialogue, de confrontation, et in fine, une dimension de long terme. Pourquoi? Parce que finalement, quand une innovation émerge, quand il y a une situation nouvelle, et donc il faut avoir une idée. Certes, on peut dire qu'il y a une personne, 2 personnes qui ont cette idée, mais immédiatement, elles doivent trouver autour d'elles des lieux de discussion, des lieux de débat pour confronter cette première idée et la faire évoluer. Donc on a une dimension collective, on a une dimension de débat, et bien évidemment, cette confrontation fait émerger un projet qui doit être expérimenté, en effet. Il doit être testé, il doit être mis à l'épreuve. Et ensuite, une fois que cela advient, on voit que ça repart vers des réseaux, vers d'autres associations, que des chercheurs viennent l'étudier, qu'on en relate dans un cahier, qu'on en parle. Et donc, c'est l'innovation qui a diffusé. Or, il y a des associations qui permettent, qui sont facilitatrices de ces processus, qui sont des processus de long terme, malgré tout. Elles sont facilitatrices parce qu'elles ouvrent des espaces de dialogue, parce qu'elles ont une culture de la créativité, ou elles ont aussi une capacité de se savoir défendre dans l'espace public. Et d'autres qui sont par contre plus figées et dans lesquelles effectivement il est plus difficile de mettre en œuvre des processus d'innovation sociale. D'accord, très bien. Alors justement, Yves Arnaud, je vous pose la question de manière un tout petit peu différente. Est-ce que le changement d'échelle, la taille des associations sont des facteurs déterminants pour innover? Alors, il est peut-être bon de rappeler quand même que ça procède de 2 types de volontés politiques. D'une part, des pouvoirs publics, de réduire le nombre d'associations, avoir moins d'interlocuteurs dans le champ associatif, et d'autre part, de la volonté de dirigeants associatifs qui veulent étendre, élargir le périmètre de leur action, développer les moyens, les services, les fonctions support, l'ingénierie, etc., etc. La question qui se pose quand même, c'est on observe une certaine tendance quand même à une évolution vers des structures qui deviennent de plus en plus techno-bureaucratiques, des organisations de plus en plus techno-bureaucratiques, très auto-centrées sur la gestion des services, et pas suffisamment toujours ouvertes sur l'environnement et axées sur les ressources à capter dans l'environnement, notamment pour faire avec davantage la société civile. Alors, il faut se garder de ces schémas un petit peu théoriques, abstraits, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les organisations, les pratiques évoluent de façon importante. Il y a des modèles d'action aujourd'hui qui donnent à voir des hybridations, où on voit par exemple des importantes associations, des superstructures, qui composent avec des petites unités opérationnelles très ancrées dans la vie locale, vraiment immergées dans les réseaux locaux avec tout un tas d'acteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est là aussi de voir au niveau des phénomènes émergents, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette reconfiguration des dispositifs et des maillages entre associations, entre unités opérationnelles. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Alors, comme prévu, on n'est pas spécialement en avance, mais c'est pas grave. Je vous ai laissé parler, c'était très intéressant. Je vois quand même qu'on a commencé à nous poser des questions. Donc il y a une question internaute qui nous est posée. Je vais vous demander de réagir sur cette question. Alors, je la découvre avec vous. Dans les premiers moments de la crise, les associations ont bénéficié d'une très grande liberté pour innover. Cette période marquera-t-elle un précédent? Elisabetta, c'est quoi votre réponse sur le sujet, sachant que vous avez une petite minute? Alors, pour aller vite, finalement, c'est durant toute l'histoire, en fait, lors des crises, que soient-ils financières, sociales et sanitaires comme celles que nous vivons aujourd'hui, on a toujours vu les associations, enfin les acteurs de la société civile prendre les relais et trouver des solutions. Donc, je ne crois pas qu'il y aura problème à que cette liberté, on la lève parce que les associations seront capables de la reprendre pour faire face aux crises éventuelles
éventuelle qui se pose. Par contre, moi, je vois plutôt un danger à cette question, c'est-à-dire que la crise sanitaire que nous vivons a mis en exergue quand même les limites d'un système qui creuse de plus en plus les inégalités et voire les maintient sous prétexte qu'elles sont nécessaires à l'économie des marchés. Et les pouvoirs publics nationaux ou internationaux, dans leur version la plus néolibérale, peuvent être tentés, sous prétexte d'innovation sociale, en faisant appel à la créativité de la société civile, de se dessaisir en fait de leur rôle de protection sociale. Donc il faut quand même que les associations ne tombent pas dans cette forme d'instrumentalisation et qui restent quand même vigilantes, acteurs, dans un rôle plutôt propositionnel que de substitution à l'État. Tout à fait, d'accord, très bien. Yves, est-ce que vous souhaitiez réagir à cette question? Oui, je vais essayer d'être très, très rapide. Ce qui est intéressant, c'est les deux mouvements qu'on observe dans ces périodes de crise d'ampleur. Il y a un premier mouvement, c'est la perte de maîtrise par les pouvoirs institués. On est dépassé. Et le deuxième mouvement, c'est un rebond, c'est un sursaut de la société civile avec des citoyens, voire une majorité de citoyens qui se sentent concernés, qui se réapproprient une part de responsabilité, d'action, qui se mobilisent pour faire front et trouver des solutions ou participer aux remèdes pour traiter la crise. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est de voir que finalement ces initiatives, ces nouvelles solidarités citoyennes sont encouragées par les pouvoirs publics, moins crispées d'ailleurs sur le respect des cadres, des procédures, et que c'est l'occasion pour des associations de prendre des initiatives dans des espaces plus libres, avoir des marges de manœuvre. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer une fois que la crise sera terminée, il faut l'espérer? Eh bien, ça va dépendre, moi je pense, de la capacité des associations à faire alliance avec la société civile et de la capacité, de la volonté des pouvoirs publics de rénover les cadres de l'action publique. Ça sera au moins deux facteurs déterminants. Les deux gros enjeux à venir. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces différentes réflexions. Je voudrais vous faire réagir à une intervention vidéo de Jean-Louis Laville, Elisabetta, que vous devez connaître, qui est professeur au CNAM, et qui évoque, dans un entretien qu'on a fait avec lui, la difficulté des associations à être reconnues comme des acteurs de l'innovation. Donc, je vous laisse découvrir ce document et on en parle ensuite. Les associations ne sont pas véritablement perçues comme actrices de l'innovation sociale pour deux raisons principales. La première, c'est ce qui est expliqué dans le livre « Réinventer l'association », c'est que depuis le milieu du 19e siècle et encore plus au 20e siècle, les débats économiques et politiques ont été focalisés sur les entreprises privées d'un côté et le service public de l'autre. Et les associations, finalement, ont été un peu oubliées dans leur spécificité, dans leur originalité pendant tout le 20e siècle. La deuxième raison plus récente, c'est que s'est installée et a été favorisée par une campagne de promotion médiatique et aussi par un soutien important de grandes entreprises privées, une vision plus réparatrice de l'innovation sociale, celle du social business, qui s'est aussi présentée comme étant une solution véritablement professionnelle et managériale contre des associations qui seraient restées dans l'amateurisme. Je pense que c'est ce genre de cliché qu'il faut déconstruire si l'on veut véritablement que les associations soient reconnues comme des acteurs pleinement impliqués dans l'innovation sociale. Je dirais que les associations sont d'autant plus pourvoyeuses d'innovation sociale qu'elles sont en mesure, en leur sein, de préserver des espaces que l'on a appelés des espaces publics de proximité, c'est-à-dire en fait des lieux de délibération dans lesquels les usagers, mais aussi les salariés et les bénévoles, puissent réfléchir à une meilleure adéquation des services qui sont proposés. Et il me semble que c'est à travers cette démarche que les associations peuvent se revendiquer de l'innovation sociale et le réaliser. Alors le problème, c'est que souvent les associations sont trop modestes. C'est-à-dire qu'elles disent « mais ce qu'on fait c'est normal, ça ne peut pas être considéré comme de l'innovation ». Or justement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre sur le registre de l'innovation et de valoriser ce qui est fait au sein des associations. Elisabetta, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention de Jean-Louis Laville ? Alors,
Je serais plutôt tentée de répondre sur la dimension démocratique de l'innovation sociale. C'est-à-dire que, comme le disait Jean-Louis Laville, effectivement, dans l'innovation sociale, dans ce processus qu'on a décrit tout à l'heure, il y a des espaces publics, d'échange, de confrontation entre les personnes pour faire émerger l'innovation. Sauf qu'on a souvent une idée très pacifiée de l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'on imagine que c'est beau, que c'est bien et que c'est facile. Oui. Et en fait, quand on observe ce qui se passe pour de vrai, on dérange quand on change. On dérange des systèmes, on dérange des organisations, des personnes, des règles et des normes qui sont installées entre les personnes. Et donc, il est clair qu'il y aura des personnes qui vont immédiatement adhérer et d'autres qui vont résister. Et c'est toute la déception de certains porteurs de projets que se voient confrontés à la résistance de leurs collègues, par exemple, alors que ça leur paraissait quelque chose de nouveau, d'intéressant. Or, ça, c'est pas grave. Au contraire, moi, je pense que ces espaces d'échange, de conflits, de controverses amènent à des formes de compromis qui se fondent en valeur. Et si on est d'accord sur l'idée de dire que les associations portent aussi des projets des sociétés dans leurs projets associatifs, ça veut dire qu'il faut des valeurs communes. Et pour avoir des valeurs communes, il faut débattre, il faut discuter, et c'est sur ces valeurs qu'on crée un socle commun pour ensuite greffer éventuellement des changements. Donc cette dimension démocratique, combien même elle ne soit pas évidente et facile, il faut la garder en vie. D'accord. Dans l'innovation sociale. Dans l'innovation sociale, d'accord, très bien. Yves Darnaud, que vous inspire cette intervention de Jean-Louis Laville? Moi, il y a au moins 2 points sur lesquels très riche, je suis complètement d'accord avec ces propos. Le premier, c'est l'effacement de la vie associative depuis un siècle. Et puis, deuxièmement, c'est la nécessité impérieuse de participer à cette transformation de la vie en société. Les réponses apportées à des personnes, à des familles en difficulté, en situation de vulnérabilité, doit s'inscrire dans un environnement plus large, dans une action plus globale qui vise le mieux vivre ensemble, qui vise la solidarité, la citoyenneté, la démocratie aussi. Et là, on aborde la question de fond pour moi. Et ce qu'on a pu partager avec les collègues dans certains groupes de travail était vraiment très, très intéressant. On se rend compte que ce qu'il faut développer, c'est vraiment les savoir-être, autant que les savoir-faire. C'est développer les compétences comportementales. Ces compétences comportementales qui favorisent les rapports humains, qui favorisent les rapports sociaux, qui favorisent les rapports professionnels, qui favorisent l'intelligence collective, le fait de penser et d'agir ensemble. On se recentre sur l'intelligence du cœur qui donne tout son sens aux rationalités de l'action, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit technique. Et on voit bien là qu'il y a un enjeu majeur, si on veut faire du lien social. Pour ce faire, il faut qu'on intègre davantage dans nos pratiques, dans notre culture professionnelle, associative, les neurosciences affectives et sociales. On parle beaucoup, on connaît bien les neurosciences cognitives en France, depuis très longtemps. Ouais. Là, c'est beaucoup plus récent, alors que les Américains, Harvard, depuis 20 ans, 25 ans, ont beaucoup travaillé là-dessus. Et là, on est sur quelque chose d'essentiel, parce que je crois que c'est ce qui va nous permettre, et c'est ce qui va permettre aux associations de retrouver ou d'avoir ce supplément d'âme qui contribue à un plus d'humanité, à un plus de solidarité, un plus de citoyenneté, pour mieux faire association et pour mieux faire société. D'accord, très bien. Écoutez, sur ces très bons mots, je vous remercie à tous les deux, Elisabetta, Yves, et je vous propose que nous passions à notre prochaine séquence dans laquelle nous analyserons comment toutes ces innovations se déclinent dans les territoires, en particulier dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Mais avant cela, je vous propose de découvrir une très belle initiative menée dans le Nord par la Masse Le Hameau. Reportage.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Habituellement, ce sont les équipes de direction qui recrutent. Donc les équipes de direction, le directeur, les cadres. Et ici au hameau, on a voulu faire participer réellement les gens au processus de recrutement. Les recruteurs, là, ils vont nous apporter quelque chose de différent parce qu'ils vont aller chercher des aptitudes qu'habituellement on ne recherche pas chez un candidat. Il y avait une première question à vous poser. Je voudrais savoir si vous connaissez les différents moyens de communication qui existent. Je connais les pictogrammes en fait, un cahier de... Ensuite, il y a la synthèse vocale. Comme Aurélien, par exemple. Oui. Et si vraiment, s'il n'y a pas de moyens de communication, il y a beaucoup, je pense, j'observe tout ce qui est regard, les gestes, les expressions du visage. Ça vous convient comme réponse? Est-ce que vous avez des questions à poser? Ça fait combien de temps que vous recrutez avec les recruteurs en question? Cette action, elle est innovante pour nous dans le sens où elle fait vraiment participer les personnes. On donne la parole aux gens sur des choses essentielles qui concernent leur vie courante, leur vie de tous les jours. Attends, il faut que je retienne toute la phrase. Alors, nous sommes les premiers en France à recruter. Et oui, et donc ça vient de Suède. L'idée, effectivement, ils sont précurseurs là-bas au niveau de la Suède à faire en sorte que ce soit eux vraiment qui soient acteurs complets de leur projet de vie, tout simplement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les recruteurs vont se réunir, mais c'est eux en fait qui donnent la délibération. Et il y a Aurélien qui disait... Merci. Voilà, merci à vous. C'est quelque chose qui nous a semblé de toute façon innovant, pas irréalisable, assez simple à mettre en œuvre dès l'instant où on y met les moyens. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Au revoir, à bientôt.